Bonjour à tous. Les activistes des droits de l'homme sont sous le choc après la disparition brutale de Floribert Chebeya. Des sources policières affirment avoir retrouvé le corps du président de l'ONG La Voix des Sans Voix, VSV, mercredi dans sa voiture sous la route de Matadi vers Mitendi dans la périphérie de Kinshasa. Par contre, pas de nouvelles jusqu'ici de son chauffeur, Fidel Bazana. La police a confirmé que Floribert Chebeya avait un rendez-vous hier mardi à l'inspection générale. Telle une traînée de poudre, les réactions se multiplient en République démocratique du Congo et dans le monde. Floribert Chebeya était un militant des droits de l'homme courageux et respecté. Président de l'ONG La Voix des Sans Voix, il représentait un symbole de résistance à tous les régimes qui se sont succédés au Congo et dont il n'avait cessé de dénoncer les atteintes aux droits et aux libertés de la personne humaine. Son cadavre est retrouvé dans sa voiture à 30 km de Kinshasa. Selon la version de la police, il aurait succombé à un malaise lors d'un rapport sexuel, mais personne n'y croit vraiment. La famille de Floribert et les ONG congolaises dénoncent un assassinat politique. Les services de la police sont mis en cause au plus haut niveau de l'État. La communauté internationale, de son côté, s'inquiète de la tendance croissante au harcèlement et à l'intimidation des défenseurs des droits de l'homme, des journalistes et des opposants politiques en République démocratique du Congo. Quelques jours avant sa mort, Floribert Chebeya dressait un bilan dramatique de la situation au Congo. Il menaçait de perturber les fêtes du 50e anniversaire de l'indépendance, des propos qui avaient indisposé le pouvoir. Que cherche-t-on à fêter aujourd'hui? 50 ans de maturité politique, de prospérité économique ou de bonheur pour le peuple de la République démocratique du Congo? En réalité, la République démocratique du Congo n'a vécu que des cauchemars pendant 50 années de sa souveraineté nationale. La situation générale est alarmante en République démocratique du Congo, que ce soit dans le domaine des droits humains, sur le plan socio-économique, sur le plan de la gouvernance politique et économique, sur le plan humanitaire, alors que la population congolaise continue à croupir dans la misère. Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Grand pays au cœur de l'Afrique, la République démocratique du Congo a connu depuis son indépendance une histoire tumultueuse. Les dernières élections ont assuré la victoire du président Joseph Kabila, un homme dont Floribert Chebeya avait contesté la candidature et les méthodes de gestion du pouvoir. Il est donc normal que se lèvent des cris de joie et qu'un hommage mérité soit rendu à tous ceux qui ont permis que ce jour soit possible. Véritable enjeu de reconnaissance internationale, les célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance sont désormais entachées par la mort de Floribert et les nombreuses mobilisations populaires qu'elle entraîne. Mais pourquoi la mort de Chebeya 5 ans? Pourquoi cette mort 5 ans? Chebeya a été assassiné dans les installations de la police nationale. À qui encore on peut faire confiance? Kabila assassin au Congo. Il a tué. Les combattants. Nous demandons sa démission. À l'immédiat. Sa condition. Kabila assassin au Congo. Kabila
En présence des autorités religieuses, des membres du gouvernement et sous le regard attentif de nombreux ambassadeurs occidentaux, une célébration exceptionnelle a lieu dans la cathédrale de Kinshasa à la mémoire du militant disparu. Aujourd'hui, celui que nous pleurons était la voix des sans-voix. Oui, la mort de Chebea a parlé, la mort de Floribert parle, la mort de Floribert parlera. La mort de Floribert nous dit, voilà ce qu'il ne faut plus jamais faire. Il nous parle, il nous rappelle, il dit, vous pensez que j'étais mort, mais voilà, vous comprenez maintenant qu'il ne faut jamais tuer. Et il y aura toujours des Floribert aussi longtemps que l'homme ne comprendra pas que l'autre, c'est son frère. Voilà mes frères et mes sœurs, le message, le langage de Floribert aujourd'hui. Floribert dérangé par la force de la vérité de ses rapports sur l'état des droits de l'homme dans notre pays. Cette vérité-là dérangeait et il fallait supprimer cette vérité, mais on ne l'a pas éliminée. On a éliminé un homme, mais on n'a pas éliminé la vérité. Mais je crois que tant que la justice congolaise est ce qu'elle est, il sera difficile de trouver les vrais coupables. Floribert, même si tu es parti, mais je suis fière de toi. Mais souviens-toi que tu as laissé des enfants. Flori, je t'aime et je t'aimerai toujours. Je sais aussi que tes enfants t'aimeront toujours. Souviens-toi de moi. Je t'aime. Je t'aime. Moi et mon mari, on s'est rencontrés dans une église. Quand il est rentré, il m'a dit qu'en tout cas, moi, je vais te marier. Et on a fait seulement 1 mois de fiançailles et puis on s'est mariés. C'est quelqu'un que Dieu a choisi pour moi, c'est quelqu'un que Dieu avait choisi pour qu'il puisse le servir dans le droit de l'homme. Floribert a donné sa vie vraiment pour son travail. Je peux dire 98%, c'était vraiment pour son travail. Et les 2%, c'était pour la famille. Pionnier de la lutte des droits de l'homme, Floribert Chebeya avait combattu la dictature du président Mobutu et créé l'une des premières associations de défense des droits humains au Congo, la Voix des Sans-Voix. Depuis, il n'avait cessé de jouer un rôle prédominant au sein de la société civile congolaise, luttant sans relâche pour son idéal. La reconnaissance de son travail et de son courage lui a valu de prestigieux prix internationaux. La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme, en fait, l'idée remonte vers les années 1983 pour commencer à sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les questions des droits humains. Donc nous avons pris des risques énormes pendant quelques 7 ans de travail en clandestinité. Il n'y a pas de droits de l'homme sans justice, c'est ça la réalité que nous vivons en République démocratique du Congo, où il y a une justice des plus forts contre les plus faibles. Au sommaire ce matin, les activistes des droits de l'homme, bouleversés par l'assassinat de Floribert Chebeya Lendeler, demandent au président Joseph Kabila Kabange de faire quelque chose pour débusquer et punir l'assassin. À quelques niveaux de responsabilité où il se trouve. Donc c'était un homme important pour la protection de la démocratie et des droits de l'homme en RDC.
Donc sa mort est très inquiétante pour nous. Nous avons réitéré notre disponibilité, comme d'autres ambassades, à apporter notre appui pour que l'enquête puisse déboucher sur cette vérité. Une demande des droits de l'homme sur l'évolution de l'enquête dans l'affaire Chebeya. Ils estiment que ça piétine et ils voudraient qu'une commission d'enquête indépendante et internationale soit mise sur pied. Qu'est-ce que le gouvernement congolais réserve comme suite à cette demande? Alors, je ne sais pas si dans l'esprit des ONG, indépendantes, ça veut dire non congolaises. C'est-à-dire que nous, Congolais, serions à ce point crétins qu'il serait impossible d'imaginer une enquête indépendante menée par la justice congolaise. C'est une insulte à notre pays. Nous ne l'acceptons pas. C'est la police qui a assassiné, c'est l'appareil d'État qui a assassiné Floribert. Et c'est même cet appareil qui va aussi faire les enquêtes. Moi, je ne crois pas qu'il sortira de bonnes choses là-bas. C'est pourquoi je réitère ce que je demande, qu'il y ait une enquête internationale indépendante et impartiale. S'il y a des gens qui croient que la tragédie qui a emporté notre compatriote Chebeya leur donnera l'occasion de liquider l'État congolais, c'est-à-dire liquider même l'appareil judiciaire congolais pour le faire remplacer par je ne sais qui, pour dire que c'est parce que des étrangers viennent ici dire le droit que la justice sera indépendante, je pense qu'ils peuvent faire le deuil de cette illusion-là. Le chef de l'État a informé les membres du Conseil de l'enquête judiciaire ouverte à l'office du procureur général de la République en vue de déterminer les circonstances exactes de cette mort. Le Conseil tient à rassurer l'opinion que cette enquête sera menée en toute objectivité et transparence par la justice congolaise. Vu l'urgence, le Conseil supérieur de la défense entendu arrête, article 1er, est suspendu de ses fonctions d'inspecteur général de la police nationale congolaise, l'inspecteur divisionnaire en chef John Numbi Banza Tambo. Des têtes commencent à tomber à cause de la mort de Floribert Chebeya. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, John Numbi, est suspendu à titre conservatoire et de ses fonctions et quelques-uns de ses officiers sont déjà aux arrêts. Cinq mois plus tard, le procès Chebeya s'ouvre devant la cour militaire de Kinshasa. 8 policiers arrêtés peu après l'assassinat sont inculpés. 5 d'entre eux sont présents au tribunal, les autres sont en fuite à l'étranger. Les prévenus sont accusés d'avoir attiré Floribert Chebeya dans un guet-apens au quartier général de la police afin de l'y assassiner. Ils auraient ensuite abandonné son corps dans sa voiture, dans la périphérie de Kinshasa, en tentant de camoufler sa mort par une macabre mise en scène sexuelle. L'audience est ouverte. Veuillez vous asseoir. Votre profession d'abord? Profession? Je suis policier. Le grade dans la police? Inspecteur principal. Vous avez déjà été condamné? Pas encore. Principal inculpé, le colonel Moukalai est le patron des services spéciaux au sein de la police nationale. C'est lui qui avait organisé le rendez-vous de Floribert Chebeya avec le général John Numbi à l'inspection générale de la police. C'est le dernier endroit où Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana auraient été vus vivants. Suspendu de ses fonctions, le général John Numbi est le chef suprême de la police. Il est considéré par les avocats de la partie civile et les familles des victimes comme le commanditaire principal du crime. Il n'est cependant pas inculpé. Il se présente devant la cour en qualité de simple renseignant. C'est quand même une joie que le procès commence, parce qu'il y a beaucoup d'activistes de droits de l'homme qui sont morts sans procès. La vérité consistera à pouvoir identifier les commanditaires de cet assassinat, puisqu'il s'agit d'un assassinat bien planifié, et que ainsi, on met fin au cycle d'impunité qui a l'air d'être encouragé dans notre pays et qui fait des émules à travers le monde.
Prison centrale de Makala. C'est ici que sont détenus les prévenus et c'est dorénavant ici que va se dérouler le procès des officiers de police. Les prévenus sont inculpés de terrorisme, association de malfaiteurs et assassinat. Ils risquent la peine de mort. 3 d'entre eux sont en fuite à l'étranger. Parmi eux, celui qui est considéré comme l'exécuteur de Floribert Chebeya, le major Christian Ngoy Kenga Kenga, commandant du corps d'élite de la police. Les familles et les ONG des droits de l'homme attendent beaucoup de ce procès, d'autant plus que le corps du chauffeur de Floribert est toujours introuvable. Adjoint du général John Numbi, le colonel Mukalai est considéré comme le coordinateur de l'assassinat de Floribert Chebeya. Il est également accusé d'avoir, avec son équipe, interféré dans l'enquête, saisi les preuves, empêché les investigations. Vous avez, le matin du 1er juin, demandé à M. Chebeya de venir à un rendez-vous avec l'inspecteur général. Affirmatif. Après qu'il se soit présenté à l'inspecteur général, il semble n'avoir plus été vu nulle part. D'abord, il a été retrouvé mort le lendemain et sur son corps, on a relevé des traces de violence. Vous ne pensez pas? Il a probablement été arrêté aussitôt lorsqu'il s'est présenté à l'inspection générale, arrêté, torturé, et que probablement la mort s'en est suivie. Qu'en dites-vous? Monsieur le Président, ça c'est peut-être une fiction. Hein? Mais quant à dire que M. Chebeya avait été arrêté, ça c'est quelque chose qui m'échappe. Je ne peux pas... Les coups, les lésions, le stress... Je ne peux pas le savoir, encore moins le confirmer, parce qu'il fallait être là, voir ce qui est en train de se passer pour arriver à une telle conclusion. Mais moi, je ne l'ai pas vu. Inspecteur Georges Kitongwa, que dites-vous de cela? Tout ce qui s'est fait avant ou pendant sa mort, je n'en sais rien. Donc, je n'en sais rien du tout de tout ce qui s'est passé. Je n'en sais rien. Voici ma réponse. Que ce soit Bazan, que ce soit Chebeya, tous les deux. Je n'ai jamais rencontré qui que ce soit. Je ne les connaissais pas et je ne les connais pas. Je n'ai pas été à l'inspection générale à cette date-là. Comment saurais-je quelque chose qui s'est passé à mon insu et à mon absence? Je ne sais rien. Namona été, nayoka été, nayebi été. Namona même pas photo ici ka liaison en ezali ata mokolo moko te. Inspecteur Prince, vous pouvez regagner vos places. Les dés sont jetés. La partie peut se jouer entre les familles des victimes, les organisations de défense des droits de l'homme et les inculpés. Monsieur le Premier Président bâtonnier Jean-Joseph Mukendi wa Mulumba, avocat près la Cour suprême de justice, pour la veuve Chebeya et ses enfants. Conjointement avec Maître Foulamatingu, avocat au barreau de Kinshasa-Gombe. C'est un procès exceptionnel. Il va mobiliser pendant 8 mois un nombre impressionnant d'avocats. Une quarantaine pour la partie civile, une quinzaine pour les accusés. Face aux dénégations des prévenus, la Cour, le ministère public et les avocats de la partie civile vont devoir démêler les fils du drame qui a entraîné la mort de Floribert.
si le prévenu Moukala n'avait pas appelé Floribert Chebeya le 1er juin à 9h56 pour qu'il vienne à l'inspection générale, il ne serait jamais venu. Et les relevés téléphoniques fournis par Tigo le démontrent. À 9h56, il a appelé Floribert Chebeya pour lui dire qu'il y avait possibilité pour lui d'être reçu par l'IG dans l'après-midi. Oui, inspecteur principal. Je les confirme. L'IG avait marqué son accord de principe d'organiser le rendez-vous pour que lui reçoive M. Chebeya. J'ai appelé le directeur de protocole pour lui demander l'emploi du temps de l'IG. C'est quand il m'a donné son emploi du temps que je m'étais permis de l'appeler pour lui dire que c'est possible que l'on vous reçoive aujourd'hui dans l'après-midi entre 16h et 17h30 au plus tard. D'où avez-vous tiré l'assurance qui vous a permis de fixer rendez-vous à Chebeya, d'autant que la chargée du protocole, apparemment, n'a pas fait état de cette audience. Elle qui devait l'organiser. Monsieur le Président, je ne peux pas mentir, encore moins inventer. Je vous dis ce qui s'était passé. Lorsqu'elle m'a donné les programmes, l'emploi du temps du chef. Est-ce que vous lui avez dit ça? Vous avez suivi ce qu'il a dit? Vous confirmez? Je lui ai jamais dit ça. Moi-même, je n'avais pas le programme sûr de monsieur l'inspecteur général. Pas, ça faisait 3-4 jours. Vous avez dit que vous ne lui avez jamais dit ça. C'est ça? Vous confirmez? Vous confirmez que vous ne lui avez jamais dit? Je le confirme. Et ce n'est pas dans mes habitudes de mentir. S'il faut dire la vérité, je vais dire la vérité. Le colonel Allen nie donc le rendez-vous officiel entre Floribert Chebeya et le général Numbi. Les avocats de la partie civile demandent alors à consulter le registre des entrées afin de prouver la présence de Floribert dans les locaux de l'inspection générale de la police le jour de son assassinat. Nul ne peut pénétrer au service sans s'être fait enregistrer au préalable à l'entrée, dont le registre est ici. Vous remarquerez lorsque vous allez examiner les deux registres que ce registre affiche au moins 5 pages manquantes. Et, comme nous disons, en droit, la présomption est un des modes de preuve. Nous avons dit. Les registres incomplets ne permettent pas de confirmer avec certitude la présence de Chebeya dans les bureaux de la police. Mais la Cour dispose d'autres éléments. Elle reprend l'historique des messages téléphoniques envoyés par Floribert à son épouse cet après-midi du 1er juin. Le premier message est daté du 1er juin 2010. Il est reçu à 17h22. C'est un SMS. Il se présente comme suit. Je vais rencontrer l'IGPNC à 17h30. Merci de suivre. Je vous préviens après entrevue. Point. Signé Floribert. Le second est reçu à 19h46. Il est libellé comme suit. Je n'ai pas pu rencontrer l'IG. Je crois qu'il est retenu quelque part. Je vais à l'IPEN. Ce message n'est pas signé. Troisième message, du 1er juin 2010, à la même heure, 19h46. Il est libellé comme suit. Je te rappelle dès que je me dégage. Ce message non plus n'est pas signé. Floribert m'avait parlé qu'il a un rendez-vous avec John Numbi. Arrivé là-bas, il m'a appelé. On s'est parlé au téléphone. À 16h56, Floribert me dit « Ma femme, je suis devant le bureau de John Numbi. Bientôt, il va me recevoir à 17h30. » Quand je suis rentrée à la maison, vers 19h, je me suis dit, Floribert m'avait demandé de suivre. Comme je n'avais pas des unités dans mon téléphone, j'ai pris le téléphone de ma fille et j'ai envoyé le message à Floribert pour qu'il puisse me dire si, là où il était, si c'était bien passé. Et quand j'ai envoyé le message, on m'a répondu. La façon d'écrire, donc ce n'était pas Floribert. Je me suis dit, ça, ce n'est pas mon mari. Parce que nous avons notre façon d'écrire dans notre maison, dans notre foyer.
Si je vois le SMS qui est écrit par Floribert, je dis ça c'est mon mari. Et si lui aussi voit, il dit ça c'est ma femme. Le soir même du rendez-vous, le chauffeur qui accompagnait Floribert Chebeya disparaît également. Depuis, sa famille est sans nouvelles de lui. Maman Annie, la femme de M. Floribert, qui m'a appelé pour me demander aussi est-ce qu'il y a filé déjà rentré. Moi j'ai dit non, il y a un problème. Alors qu'elle me dira qu'il était sorti avec papa Floribert pour répondre à une invitation de l'inspecteur M. John Numbi, n'est pas rentré. Jusqu'à avoir l'information qu'on a trouvé un corps vers Mitendi dans une voiture. C'était ça. Ce n'était pas le corps? Non, ce n'était pas le corps des fidèles, mais c'était le corps de Chebeya. Lui qui n'a jamais conduit. Lui ne conduisait jamais. La cour et les avocats descendent sur les lieux où l'on a découvert le corps de Floribert Chebeya dans le quartier de Mitendi, à 30 km de Kinshasa. Ils viennent y auditionner les premiers témoins et les experts de la police scientifique. On a vu la voiture Mazda de couleur grise, stationnée comme ça, de couleur grise. On a essayé de regarder. Bon, on voit le monsieur. Derrière, le C du derrière, bien allongé là, c'est comme s'il dormait là. Le pantalon un peu retiré de sa hanche. Le pénis qui était... La tirette était ouverte. La tirette était ouverte. Le pénis couché de sa cuisse de sa cuisse droite. Quelques minutes après, on a vu la police scientifique qui est venue. Ah, par là, j'ai décroché. Nous avons découvert un corps sans vie. Il y avait des indices éparpillés dans le véhicule. Parmi ces indices, il y avait les postaches, ce qu'on appelle ici les faux ongles. Il y avait aussi préservatif, capote manipulée, sans sperme. C'est ça, capote là. Il y avait aussi une plaquette d'arbitra utilisée. Et il y avait encore une boîte de capotes, de 3 capotes à l'intérieur. Maintenant, c'était le moment de l'examen du corps. Les corps étaient déjà rigides. C'est-à-dire, quand le corps est rigide, c'est tout le corps qui est rigide. Mais ici, nous avons constaté que les coups, il y avait un mouvement irrégulier du cou. C'est-à-dire, les coups tournaient dans tous les sens, ce qui est anormal. Au regard des lésions constatées sur les 2 avant-bras, du sang qui coulait par la bouche et du mouvement irrégulier du cou, rien n'exclut que la victime serait ligotée ou menottée et que son cou serait tordu. Qu'est-ce que vous avez obtenu comme information de la part de la population? Oui, des gens qui habitent dans les environs. Vous dites que, selon la population, il y a eu 2 véhicules, des jeeps avec la voiture. Les 2 jeeps se sont arrêtés, y compris la voiture. Celui qui conduisait la voiture est sorti de la voiture, est entré dans la jeep, et les jeeps sont partis. Oui, c'est ça. C'était des jeeps de la police. Oui. Le chef de quartier honoraire nous dit qu'il y a des gens qui lui ont appris qu'ils ont vu des jeeps de la police déposer la voiture Mazda ici vers 5h, 5h30. Tout le monde a eu peur, n'est-ce pas? Donc c'était difficile. Vous avez peur de témoigner? De témoigner. Ça c'est un problème, peut-être tout le monde le connaît très bien. Les Congolais ont toujours peur de dire ce qu'ils ont vu. Mais nous venons d'entendre les personnes qui les premières ont vu le véhicule et le corps de la victime. D'après le chef de quartier, le véhicule aurait été amené ici et cela, c'est un élément très important. La population a précisé que le véhicule était escorté par 2 véhicules de la police. Le général Oleko, commandant de la police de Kinshasa, est convoqué par la cour. Il doit s'expliquer sur le communiqué qu'il s'était empressé de diffuser sur tous les médias le jour de la mort de Floribert. Car contrairement au constat dressé par la police scientifique, ce communiqué annonçait officiellement la découverte d'un corps sans trace visible de violence. Les ONG et la famille soupçonnent le général Oleko d'avoir falsifié la vérité pour protéger les autorités.
au nom de la raison d'État. Vous avez le communiqué qui est devant vous, n'est-ce pas? Si nous pouvons le parcourir. Nos agents sont descendus sur les lieux et ont trouvé effectivement un cadavre d'un homme sans aucune trace visible de violence. Je dis visible de violence. Généralement, les corps sans vie s'accompagnent des blessures béantes ou des hématomes. À ce moment-là, on voit qu'il y a visiblement trace de violence à ce stade. Lorsque ces signes visibles n'apparaissent pas, cette mention est démise. Les enquêtes sont ouvertes pour permettre de connaître avec certitude, exactitude, les circonstances qui ont concouru à cette mort. C'est ça qui est personnel. Ce qui est une note de l'état-major personnel. Dire que, oui, c'est vrai, nous avons constaté, on nous dit, on a vu, mais voilà ce que nous disons. L'enquête, c'est aussi l'expert, c'est aussi la police scientifique, c'est aussi les autopsies, c'est aussi le ministère public, c'est encore ici, en pleine audience, nous sommes dans les enquêtes, mais tout le temps nous sommes en enquête. C'est pour ça que la Cour et le ministère public tiennent à savoir cette mention d'absence de traces de visite de violence. Est-ce que vous ne vous êtes pas précipité pour rédiger un communiqué de presse? Ce n'est pas moi, l'individu qui rédige. C'est un service qui fait le travail. Le responsable, c'est vous. Pouvez-vous aujourd'hui assumer? C'est mon état-major. Et j'en suis le commandant. Et que par conséquent, je l'ai signé. C'est moi le commandant. C'est pourquoi j'ai dit, oui, l'ensemble de ce qui est dans les communiqués, pour moi, j'assume comme commandant. Mais l'ensemble, pas les mots isolés. Oui. Il faut assumer l'ensemble parce que vous avez signé l'ensemble. À la justice, que la justice fasse son travail, un point, un trait. Malembe, malembe, malembe. Les relevés téléphoniques et les explications des experts permettent de situer de manière précise les lieux de communication et les déplacements des différents protagonistes lors des heures fatidiques. Ce sont parmi les indices les plus sérieux qui ont conduit à l'arrestation des prévenus trahis par leur téléphone. La Cour examine plus particulièrement les appels téléphoniques entre le colonel Moukalai et le major Christian Ngoy, toujours en fuite à l'étranger. Pour le moment, je suis couvert par le secteur 1 des Centenaires. C'est celle-ci qui a le signal le plus fort. Celui qui est en fuite, Christian Ngoy, il a appelé et on a vu ses appels téléphoniques suivre le trajet du crime, le chemin du crime. Les appels ont commencé à partir de l'inspection de l'antenne qui prend en charge les appels qui sont émis dans les environs de l'inspection de la police. On a vu les traces dans les quartiers donc, périphériques de Kinshasa pour atterrir finalement à des heures tardives aux environs de lieux proches de là où la voiture a été découverte. On a vu le dernier appel, qui est celui qu'on peut considérer comme le présumé meurtrier, a émis aux environs de 23h03 et c'est dans le quartier où habite et très proche du colonel Moukalai. Nous avons estimé que lorsqu'il avait tout terminé,
Il est arrivé chez le colonel Moukala et comme c'était une heure tardive, il a appelé pour qu'on ouvre la porte pour aller lui faire le rapport. La cour organise une descente sur les lieux dans la maison qu'avait récemment louée le major Christian Ngoy dans le voisinage direct de Floribert Chebeya. Le major Ngoy était le commandant du redouté bataillon Simba, cette unité d'intervention spéciale de la police que Floribert avait à plusieurs reprises déjà accusé de violation des droits de l'homme. Dans ces enquêtes, a trouvé des armes, des munitions et des bombes dans votre maison, dans la maison où habitaient vos locataires. Comment vous pouvez expliquer ce déplacement-là des effets militaires dans cette maison? Moi, je ne peux rien expliquer, parce que la maison, moi, je l'ai loue. Hein? Je ne sais pas ce que le locataire met dans la maison. Celui qui était locataire, c'est Christian. Vous ne connaissez pas d'autre? Non. Présentement, nous sommes dans la résidence du fameux major du bataillon Simba. Le bataillon qui avait tué au Bas-Congo et le bataillon qui a toujours tué dans cette ville de Kinshasa. Donc, c'est à 4 mètres, à 4 maisons de la résidence du défunt Floribert Chebeya. Donc, les messieurs étaient venus s'installer ici pour épier le mouvement de Floribert Chebeya. Donc, c'est ce qui prouve que c'était vraiment un acte prémédité. Donc, l'assassinat de Floribert Chebeya était un acte planifié. Qu'est-ce qu'on a retrouvé dans sa maison? Des armes, beaucoup des armes, avec des sachets hein, qui ont étouffé les gens et des fils pour tuer les gens. On a trouvé des choses là-bas. Voire même le plan de notre maison ici. Et là, on a précisé nommément la chambre où dort Floribert, la chambre des enfants, et là où restent ici dehors, là où restent nos chiens. C'est lui qui est aussi parmi les bras droits de John Numbi. Et c'est eux qui ont assassiné, qui ont massacré les gens au Bas-Congo, du Bundu Dia Congo. Nous avons vu comment la police, les bataillons Simba opéraient là-bas. Dirigé par Numbi. Oui, dirigé par Numbi. Comment ça opérait? Nous avons dit que c'est parce que ça ne peut pas rester impuni. C'était quoi? Un massacre? C'était un génocide. On avait envoyé les bataillons Simba pour exterminer tous les adeptes des mouvements politico-religieux Bundu Dia Congo. Alors ça cadrait avec la définition du génocide. Et ça fait partie des infractions que la Cour pénale internationale réprime. Nous avons dit que ce dossier-là ne peut pas rester impuni. La veille de sa mort, Floribert s'apprêtait à déposer un dossier devant la CPI, la Cour pénale internationale de La Haye. Il comptait y dénoncer la répression violente opérée par le bataillon Simba lors de la révolte d'un mouvement politico-religieux Bundu Dia Congo. Pour les avocats des victimes, il s'agit d'un des principaux mobiles de son assassinat. Mes chers compatriotes, excusez Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Où allons-nous? Tuer qui vous voulez? Aller au bas Congo? Marcher sur vos frères congolais comme si vous marchiez sur des animaux? Toujours bataillon Simba. Mais alors, comment expliquer le silence des autorités? C'est là la question des crimes d'État. Mes chers compatriotes, excusez Monsieur le Président, ne tuez pas les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, vous avez les faveurs. Le demain, vous ne le savez pas. Mon colonel, vous êtes de ce jour, c'est pas dit. Arme au pied de... Attendez mon colonel. Toutes ces personnes citées-là font partie du bataillon Simba. Donc il y a un lien qui ne trompe pas entre tous les prévenus. De sorte qu'il y a donc une trame entre eux, ils se connaissent, ils sont tous pratiquement tous des services des renseignements spéciaux de la police. Et donc c'est dans un même service qui est donc très structuré, dont les ordres sont donnés directement par le général John Numbi et exécutés. Le parquet a démontré ici que tout ce qui a été fait était prémédité, même plus de 2 mois avant. Mais est-ce que vous pensez que cela puisse être fait sans que le numéro 1 de la police ne soit informé? D'autant plus que Christian Goy et Moukalai, ce sont vraiment des hommes de confiance du général John Numbi. Donc nous pensons que John Numbi devrait aussi répondre de ses actes dans ce dossier ici. Nous allons faire toutes les pressions pour que, quelle que soit l'issue de ce procès, John Numbi aussi puisse répondre de ses actes. Ça, c'est certain. Depuis plusieurs mois, Floribert souhaitait pouvoir rencontrer le chef de la police afin de lui faire part des incessantes atteintes aux droits de l'homme commises par ses services. John Numbi l'avait donc convoqué à ce rendez-vous fatal dans son bureau. Toujours suspendu de ses fonctions, il n'est cependant pas inculpé. La Cour, selon le code militaire, n'est en effet pas habilitée à juger un général 3 étoiles. John Numbi comparaît donc en tant que simple renseignant. À ce titre, il n'est pas tenu de prêter serment. Mettez de préférence devant moi. Nom au poste nom. Numbi Banza Tambo John. Inspecteur divisionnaire en chef. C'est ça le grade. Inspecteur divisionnaire en chef, bien sûr. Oui, monsieur le président. La Cour vous a appelé devant la barre en qualité de renseignant. Monsieur le bâtonnier, gardez votre place. Soyez assis. Soyez assis. Oui. Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, avant que vous ne puissiez passer à l'audition éventuelle, les parties civiles ont des reproches sur la personne que vous avez appelée telle que vous venez de l'identifier, parce que de par le dossier, cette personne a été entendue comme suspect. Les parties civiles ont déposé des plaintes très formelles et nous n'avons pas encore eu connaissance que ces plaintes aient été classées. Toutes ces plaintes ont été examinées et après leur examen, le parquet a estimé que les seuls prévenus qu'il fallait renvoyer par devant votre cour sont ceux-là.
je vous pose la question suivante. Pour l'assistante, pour le commun des mortels. Qu'est-ce que vous voulez? Que l'inspecteur divisionnaire soit entendu, qualité de renseignant, et qu'il ait l'occasion de répondre à tout ce que vous êtes en train de soulever, ou que vous puissiez exiger qu'il soit entendu en qualité de prévenu. Entendu, mais la qualité, c'est la qualité qui nous divise. C'est la qualité. En tant que prévenu, pour compléter l'instruction menée par le parquet. Les choses, je crois, paraissent claires. Vous demandez à ce qu'il soit entendu, non comme renseignant, mais comme prévenu. Nonobstant ces reproches, la Cour estime que le renseignant sera néanmoins entendu. À tout hasard, elle le rappelle qu'elle n'a pas le pouvoir de transformer un renseignant en prévenu. Monsieur l'inspecteur général, veuillez revenir à la barre. Le général John Onumbi, c'est quelqu'un qui a gagné l'armée lorsqu'il y a eu donc la révolution de Kabila en 1997. Mais lorsque le général John Onumbi a quitté l'armée de l'air et qu'il a été nommé inspecteur général de la police, il a récupéré les anciens militaires pour les transformer en policiers et créer un bataillon spécial, le fameux bataillon Simba. Donc il y a quelques 2 ans, on l'a propulsé comme général, mais commandant de la police nationale congolaise. Et c'est en cette qualité-là qu'il est le chef de toute la police sur toute l'étendue de la République. Au vu des promotions qu'il a eues, c'est une personne qui joue de la confiance du président. L'inspecteur principal Moukalay est venu me dire qu'il a été sollicité par M. Chebeya. Et M. Chebeya, c'est lui qui a insisté auprès de Moukalay en lui disant même que fait un effort pour que l'inspecteur général puisse me recevoir. Et jusque-là, Monsieur le Président, moi je ne sais même pas jusqu'aujourd'hui pourquoi M. Chebeya voulait me rencontrer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Selon le Conseil, il avait établi un rapport qui devait vous entraîner pratiquement devant la CPI. Vous n'étiez pas au courant? Oh non, 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 pas du tout. Vous n'étiez pas au courant d'une probable comparution devant la CPI? Jamais. Jamais. Vous n'étiez pas au courant. Est-ce que l'on peut considérer à l'heure actuelle que c'est une attrape, c'est un appât, c'est un guet-apens, l'histoire de rendez-vous avec lui via Moukalay? Selon lui, on ne l'a pas invité. Il n'y a jamais eu une invitation. Il n'y a jamais eu une convocation. On ne l'a pas poussé à venir me voir. Alors, c'est difficile que vous puissiez parler de guet-apens lorsque c'était volontaire. Après tout ça, on a trouvé un corps sans vie. Voilà, je vous dis que c'est un concours malheureux. Je pense que la Cour va nous dire après ce que Moukalay a dit au sujet du rendez-vous qu'il devait organiser, et tout d'un coup, Chebeya est mort. Va nous dire. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes tous ici. Est-il confirmé? Parce que d'après nos informations, les majors Christian n'obéissaient qu'à lui. Ou à défaut, on connaît Moukalay. Est-ce qu'il peut confirmer cela? Oui, monsieur l'inspecteur général. Mais je suis le chef de la police. Monsieur le Président, je suis le chef de la police. Tous les officiers de la police doivent m'obéir. Et c'est ce qui montre d'ailleurs que je suis autoritaire. Silence. Pas de réaction. Hein? Pas de signe d'applaudissement. Nous avons fini, monsieur le Président. On sera obligé de vous évacuer de la salle. Il peut mentir. Il peut se contredire. La Cour est désarmée contre lui. Monsieur le Président, lorsque nous sommes dans un système d'impunité où il y a des intouchables, vous ne pouvez pas le juger, vous ne pouvez pas instruire à sa charge.
La Cour a dit qu'elle ne peut pas convertir un enseignant en prévenu. Mais c'est cela notre crainte. C'est la loi. Maître, nous voulons être sérieux. Depuis le début, j'ai dit que les débats doivent se dérouler dans la sérénité. Si vous continuez à faire des reproches à la Cour, simplement je vous retire la parole. Sur ce que la Cour a déjà décidé, c'est fini, c'est décidé, c'est net. C'est une véritable chape de plomb que l'on essaie de faire tomber aujourd'hui sur le procès. Que le chef de la police, dont on a vu que c'était un homme d'autorité, vienne nous expliquer qu'il ne sait rien de cette affaire, alors que 2 personnes, et pas des moindres, des défenseurs des droits de l'homme connus et reconnus, ont été tués alors qu'ils étaient entre les mains de sa police, c'est parfaitement invraisemblable et c'est surtout insupportable pour les familles des victimes. On ne va rien faire à John Numbi, bientôt il va reprendre ses fonctions. Et puis on ne peut pas désarmer les Simba, les Berry, les DGRS. Donc ils sont forts, parce qu'ils ont le pouvoir. Et qu'est-ce que nous autres, on a à faire? Parce que mon mari n'a été qu'un témoin gênant, et la famille, moi et mes enfants, nous sommes encore des témoins gênants. Inspection générale de la police. C'est ici que pour la dernière fois, Floribert Chebeya et son chauffeur Fidel Bazana auraient été vus en vie par un témoin inopiné, le Camerounais Gomer Martel, arrêté par la police pour escroquerie. Le 31, j'ai été écroué. Alors, on me conduit à l'IGPNC. On nous conduit donc vers les locaux, dans les bureaux là où travaille le colonel. À distance, je l'ai aperçu au téléphone. Aperçu qui? Le colonel Daniel Moukalai. Je l'ai aperçu au téléphone. Lorsque nous avancions vers lui, c'est là où j'aperçois 2 personnes. Les 2 personnes que j'aperçois, je reconnais l'une d'elles, qui était M. Floribert Chebeya. Il avait la main droite sur l'escalier qui monte vers le haut. Il avait la main droite posée là. Et celui qui était à côté de lui m'a regardé et je me suis tourné aussi, je les ai regardés. J'ai reconnu que c'était Floribert et directement j'ai entendu derrière moi un policier qui criait. Quand je dis crier, bon, ça veut dire qu'il m'a interpellé brusquement. Et en lingala, il dit Zonga, 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 kokende kunate. Général Azali Kolo. Ce qui a été à mon ébinoboy et Zamabi. La Cour organise une confrontation dans les locaux de la police entre le colonel Moukalai et le témoin Gomer Martel afin de démêler leurs témoignages contradictoires. On nous a fait signe d'entrée. En plus, étant détenu, donc menotté, j'étais le premier à emprunter, puis c'est moi qui étais mis en cause. J'ai fait ça, nous entrions. Chebeya était ici, la main comme ça, la main droite ici. Et il y avait quelqu'un auprès de lui qui était debout là. Quand moi j'arrive, je me pointe de ce côté. Chebeya fait ça, il regarde. Moi aussi, je fais ça, je regarde. Bon. Voyant mon état, j'étais trop sale, dégueulasse, menotté. J'ai vu qu'on s'est vu dans les yeux. J'ai eu honte qui me voit dans cet état et le policier criait derrière moi Zonga, Zonga, général Azali Kolo. On m'a repris et puis on a fait ceci, on est rentré. La question de la présence du général Numbi à l'inspection générale le jour de la mort de Chebeya sera souvent posée par la partie civile. Elle ne sera pourtant jamais élucidée. Il dit avoir vu Chebeya tenir là-bas. Monsieur le Président, c'est un menteur. Aucune personne, visiteur soit-elle,
ne peut traîner dans les couloirs. Ce qui fait que si monsieur-là était là, comme lui le prétendait, la garde n'allait pas tolérer ça. La garde n'allait pas tolérer. Pourquoi c'est seulement lui qui l'a vu et personne d'autre ne l'a vu? Y a-t-il vraiment une raison toute particulière pour que M. Gomer puisse inventer la présence de M. Chébéa dans les locaux de la police, notamment à cet endroit ici? C'est purement et simple. Monsieur est en train de venger contre moi, disant qu'il fait partie d'un réseau qui est fort. Mais ce qui lui est arrivé, en tout cas, il ne va pas pardonner. Il est en train de venger et il se tape toujours la poitrine de nous avoir eus, de nous avoir humiliés, parce qu'il venge. Moi, je n'ai jamais été ici. Je n'ai jamais été. Je ne connais rien de ce bâtiment. Alors, comment je peux inventer tout ça? Selon lui, j'invente par rapport à quoi? Mais comment quelqu'un qui n'a jamais été ici, hein, qui n'a jamais été là, peut comme ça imaginer qu'il y a une balustrade, il y a un escalier qui monte, qu'il avait dit avant même de venir. Monsieur le Président, les messieurs que vous voyez ici, qu'on le veuille ou pas, je vous informe, c'est un délinquant de grand chemin. Mon client ainsi que les autres, les peines qu'ils encourent, c'est la peine de mort. Et lorsque nous affirmons des choses, ce n'est pas à la légère, contrairement à l'extrême légèreté de M. Gomer Martel, qu'il ne sait pas qu'il veut concourir à envoyer ces 5 personnes devant le peloton d'exécution. Il est là, il porte beau, il est sémillant, il est la vedette aujourd'hui. Il est la vraie vedette, pas américaine, mais camerounaise de tout ce qui se passe aujourd'hui, avec une légèreté infinie. À l'arrière du bâtiment de l'inspection générale, les avocats sont intrigués par le chenil de la brigade canine. Soit ils sont nourris de cadavres sans famille et des gens qu'on tue. C'est trop ça. Les chiens sont là, on ne sait pas de quoi ils se nourrissent. Nous savons que notre État est dans les possibilités de nourrir correctement les fonctionnaires. Nous ne voyons pas avec quoi il peut nourrir les chiens. Et surtout que nous sommes dans un État où un corps d'un individu est porté disparu jusqu'à aujourd'hui. Dans un État. Tout ça, ce sont pour nous des pistes de Justement, pour effacer recherche. les traces, un corps peut être sectionné et offert aux chiens pour effacer les traces. Mon colonel, la procédure sera rangée pour vous rendre l'honneur. Vous présente le PVI qui comparaissent à l'audience de ce jour. L'audience est reprise. Nouvelle audience. La Cour examine les messages téléphoniques échangés entre le major Christian Ngoy et le colonel Moukalai le jour de l'assassinat de Chébéa. Nous avons eu les téléphones portables du prévenu Moukalai. On avait sorti les SMS qui contenaient son téléphone. J'ai lu le pré-rapport tel qu'il a été écrit par le conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Par le major Ngoy Christian, entre parenthèses, commandant bataillon Simba. Bonjour mon colonel. Le nom du monsieur des droits de l'homme, Chébéa Floribert. Téléphone 089 39 867. Merci. Deuxième SMS, libéré comme suit. Mimi Mouzé, Nikona Challenger, na Petit Jacques, na Subiri Mipango, Kutoka Kwenu, Paul Mouzé. Je n'ai jamais vu ces messages-là, comment toujours... Vous ne les avez pas reçus sur votre portable? Je ne l'ai jamais vu. Non, reçu sur votre portable. Bon, si je l'avais reçu, je dois l'avoir vu. Est-ce que ce n'est pas par erreur
que ce message-là est tombé dans mon numéro. Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. On me fait toujours parler de ce message que je ne connais pas. Je n'ai jamais vu ce message-là. Oui, je ne l'ai jamais lu. Oui, mais je pose la question. On prend du papier comme ça avec des écrits qu'on me présente. Mon téléphone à moi, celui qui avait été saisi, je ne l'ai jamais, je ne l'ai plus revu. Vous comprenez que je suis victime de plusieurs tentatives de vouloir me faire porter le chapeau que je n'ai jamais porté. C'est ça le cas de ce message ici. Pour besoin de la gestion de l'opinion publique, pour des agendas que les autres savent, l'on a tendance à vouloir me faire porter le chapeau. C'est ce que moi je ne comprends pas. De toutes les façons, ce sont des choses qu'on me fait dire. Moi je voudrais qu'on me les prouve. Sinon, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Reconnaît-il ce numéro 049 39 867? Oui, vous reconnaissez? Je ne le connais pas. Et pourtant, c'est son numéro. Je voudrais encore poser une autre question en rapport avec ce numéro. S'il vous plaît, Monsieur le Président. Il ne faut pas qu'il fasse des affirmations gratuites comme ça. Ça n'a jamais été mon numéro. Vous êtes sûr? Je les jure. Voilà comment il cherche à me faire porter des chapeaux. Oui, maître. C'est un numéro qui... C'est un numéro qui gît au-dessus plutôt, et qui est attribué au colonel Moukala. C'est bel et bien son numéro. John Numbi a dit ceci, que l'initiative d'appeler Chebeya Floribert venait de colonel Moukalaï. Alors je veux savoir, n'est-ce pas lui qui veut le faire porter le chapeau? Vous voulez chercher ceux qui veulent lui faire porter le chapeau? C'est aussi une moyen de trouver la vérité. Qu'il a commis les faits pour lesquels il a poursuivi. C'est pas moi qui l'ai dit. Ce serait plus utile à la cour. Parce qu'il a l'impression que tout retombe sur lui. Oui, prévenu Moukalaï. Monsieur le Président, les conseillers spéciaux... Qui veut vous faire porter le chapeau? Je crois que cette question, il faut la poser à ces gens-là qui veulent me porter ce chapeau. Le témoin camerounais Gomer Martel se sent désormais en danger. Il vient demander conseil à une organisation internationale de protection des droits humains. Je dois quitter le pays avant qu'il ne soit trop tard. Ma belle-mère a reçu la visite de plusieurs gens en civil, armés, qui cherchaient à voir Gomer, et il était 1h la nuit. Et ne m'ayant pas trouvé, peut-être qu'ils étaient très fâchés parce que selon leurs sources d'information, ils pensaient me trouver. Et alors, j'ai laissé entendre à tout le monde que je suis déjà parti. Si on me demandait de dire que non, je suis déjà au Cameroun chez moi. En fait, je suis en train de chercher les voies et moyens pour m'exfiltrer d'ici, avec bien sûr mes enfants, ceux qui sont encore là, de me retrouver d'abord ailleurs, là où ma sécurité sera un tout petit peu garantie. Je suis obligé de laisser derrière moi tous les biens que j'ai, tout ce que je dois sauver, tout simplement ma tête. Damanouk a un système de cache séparé qui est à eux. Les hôtels pas connus, quoi, qui sont dans les cités. Dans un hôtel public, je ne peux rentrer dans aucun hôtel public. Que ce soit dans les hôtels, il y a les services spéciaux, il y a l'ANER, il y a la DEMIAP. Et comme ils ont mes photos, je suis presque un homme officiellement connu déjà. Et comme c'est une affaire où il y a des injonctions spéciales, aller dans un hôtel public, ça serait m'exposer. Parce que Numbi ne se laisse pas vaincu, en tout cas, il veut tout faire pour avoir ma peau. Et là, je suis maintenant trop faible pour les affronter, je suis obligé de partir. Je pense que littéralement, dans la prière, nous sommes ensemble. Mais avec Dieu. La famille de Floribert Chebeya vit aussi dans un climat d'insécurité et de menace. Sa veuve, qui n'a plus aucune ressource, obtient grâce à l'aide d'ambassades étrangères un visa pour se réfugier au Canada.
merci mingi bato bamoni biso mwana mwana te na mama po mama ne témoin gênant baambassadeur oyo te biso toza na eloko kopesa bango nzambe bakisela bango La famille Chebeya, désormais en exil, reste la famille Bazana, qui se sent laissée pour compte. Je suis triste. Je n'ai pas vu le corps de mon mari. Comme Fidèle était chauffeur, alors il n'a pas de valeur. Mais il n'était pas le chauffeur de M. Floribert. Il était le chauffeur engagé dans la voie des sans-voix. Vous avez combien d'enfants? Fidèle en a eu 8. Le dernier en a 5 ans. Nous sommes ici des locataires. Il n'a même pas laissé un compte dans une banque où je peux survivre avec mes enfants. Il n'y en a pas. Et puis vivre dans l'insécurité. Il y a même des voisins qui viennent me dire il faut faire attention, il faut quitter ici. Il faut quitter ici. Je vais quitter comment? Pour aller où? Qui va m'amener? Je ne sais pas. Et mes enfants vont grandir comment? Avec quels moyens? Rester ici avec... Ce sont des tueurs, notre gouvernement, ce sont des tueurs. Nous aussi, nous sommes des témoins gênants. Parce que tant que je n'ai pas vu les corps de mon mari, je ne cesserai de les réclamer toujours. Est-ce qu'ils vont me laisser tranquille? Non. Monsieur Bazana Fidèle, jusque considéré comme simplement disparu, il y avait donc une présomption presque irréfragable de son décès et le tribunal a donc conclu au décès de Bazana. 6 mois après la disparition du chauffeur Fidèle Bazana, le tribunal civil de Kinshasa a officiellement acté son décès. La cour militaire requalifie donc l'accusation d'enlèvement en assassinat. État civil? Veuve. Veuve? Oui. De? Bazana Ida du Fidèle. La dernière fois que vous avez vu votre mari, c'était à quelle date? C'était le premier, le matin. Le premier de quel mois? Le juin 2010. 2010. Ouais. Depuis le 1er juin 2010 oui, jusqu'à présent? Jusqu'à présent, il n'est pas revenu. Pour moi, ce n'est pas simplement l'enlèvement et aussi l'assassinat. Vous pouvez nous en dire un mot? Nous donner les éléments qui vous amènent à penser cela? Vraiment, quel que soit l'endroit où il se trouverait vivant, il allait peut-être me faire un signe. Et vraiment, il n'a pas vraiment... Il ne va pas vraiment laisser ses enfants dans plusieurs mois de traumatisme comme ça.
désormais, en lieu et place de l'enlèvement de Bazana et Dadi, le ministère public dit que ces faits-là doivent être considérés comme étant un assassinat. Je ne connais rien du tout. Vous ne reconnaissez pas? Je ne reconnais pas. Je suis resté en prison. J'ai été le premier à être conduit ici en prison, mais je ne connais personne. Pas connaître. Est-ce que vous reconnaissez avoir commis l'assassinat? Je ne reconnais pas. Inspecteur adjoint François Angot, reconnaissez-vous ces faits d'assassinat de M. Bazana? Je ne l'ai jamais vu, Tchébeya. Je ne l'ai jamais vu, Bazana. Mais je ne comprends plus rien. Je ne reconnais rien, tout, mon colonel. On n'est pas au marché ici. Ce commissaire, vous êtes indifférent à tout ce qui se dit ici. Vous n'êtes pas concerné. Je suis concerné, mais cela ne me concerne pas. Vous êtes concerné, mais cela ne vous concerne pas. Oui, mon colonel. Le problème, oui, concerné. Vous ne prenez pas au sérieux votre sort, c'est ça? Vous êtes passible. Passible. Donc, il y a une probabilité, il y a une hypothèse suivant laquelle vous pouvez être condamné. Vous comprenez? Oui, mon colonel. Donc, n'ayez pas les assurances que vous avez là. Hein, c'est imprudent. Donc, prenez au sérieux votre défense, présentez des moyens sérieux. Hein? Est-ce qu'aux OSA pour reconnaître l'assassinat? Na reconnaître en côté. Na reconnaître en côté pour na épiété, na mon épiété. Étrangement, les prévenus semblent peu inquiets de leur sort. Leur aurait-on garanti l'impunité en coulisses? Les partis civils le craignent. Aujourd'hui, nous venons prier pour Fidel Bazana dans la foi. Lorsque celui qui a charge de protéger, c'est lui qui tue. Lorsque celui qui a charge de sécuriser, c'est lui qui plonge dans l'insécurité, que faire et que dire? Nous nous trouvons devant un crime d'État. Un crime d'État qui, normalement, devrait être sanctionné. Le drame dans notre pays, c'est que ce sont ceux qui doivent faire justice qui sont les véritables criminels et les véritables coupables. Nous ne pouvons plus continuer, à donner la prime au crime comme au moyen de conquérir et de conserver le pouvoir. Nous ne pouvons plus continuer ainsi parce que un pouvoir qui repose sur le sang ne peut pas durer, ne doit pas durer. Chaque jour de l'audience, l'avocat qui m'appelle et j'appelle l'avocat, ils me disent de quoi ils ont parlé. Nous, ça nous fait très mal. Parce que jusque-là, John nous se promène, il est libre. Comment est-ce que quelqu'un qui a tué, il se promène, il fait ce qu'il veut, il voyage, il assiste dans des réunions de la police, il est libre. Ça nous révolte. Parce que c'est lui le cerveau moteur de l'assassinat de mon mari et de mon frère Bazana. Alors, quelle est votre vie là au Canada? C'est difficilement, mais nous sommes dans notre petite maison et on est là, les enfants vont à l'école, moi-même aussi, je vais à l'école, j'ai fait une option là d'éducation à la France, et c'est difficile, on ne connaît pas encore la langue. Après 6 mois d'audience, les plaidoiries vont enfin permettre à tous les protagonistes du procès de s'affronter. Différents scénarios se font face.
Mais pourront-ils éclairer les circonstances et les mobiles de la mort de Floribert Chebeya et de son chauffeur? Nous avons induit que Floribert Chebeya est mort asphyxié. Le prévenu Ngoï, Christian Kenga Kenga, Mouilambe Paul et Mugabo Jacques lui ont, sur instruction du prévenu Moukalaï ou Amateso Daniel, mis un sachet. Et là nous pesons nos mots, un sachet sur son visage pour lui faire perdre la respiration, pour que l'air ne pénètre plus dans ses poumons. Fidel Bazana et Dadi a dû subir le même sort que son patron Floribert Chebeya. Et par le même mode d'exécution. Et comme lui, c'était une colosse, Ngambe à Mobali, il a dû certainement opposer une résistance farouche. C'est ce qui a fait que, pour l'avoir, on doit l'avoir violenté. On doit l'avoir violenté. Vous aurez donc, monsieur le premier président, honorable membre de la composition, à pouvoir les condamner. La peine capitale pour assassinat de Floribert Chebeya. La peine capitale pour assassinat de Fidel Bazana. La peine de mort pour terrorisme. Ainsi, vous aurez, n'est-ce pas, à répondre positivement à l'attente de l'opinion tant nationale qu'internationale, cette opinion qui avait taxé votre cours de parodies de justice. Floribert Chebeya est mort. Ça, nous ne contestons pas. Mais c'est que nous déplorons, c'est qu'on dise qu'il est mort suite à un assassinat. Et les traces de violence retrouvées sur son corps. Ça vous fait quand même dire tout de même qu'il y a eu une mort naturelle malgré les traces de violence? Non. Reste à savoir si ces traces sont réellement des traces de violence. On a dit que, en fait, on n'a pas dit qu'il s'agissait des traces de violence. On a dit qu'il y avait des lésions. Vous et nous ne savons à quoi est due à ces lésions. Nous ne savons le dire. Au moins, s'il pouvait revenir à la vie, il nous dirait comment ces lésions sont arrivées sur lui. Mais à cette heure ici, personne ne sait dire à quoi était due à ces lésions corporelles. Étrange position de l'État congolais, dont les avocats prennent fait et cause pour les versions des prévenus, alors que le ministère public confirme la version des victimes et requiert des condamnations les plus sévères. La cour militaire saura-t-elle faire preuve d'indépendance face aux pressions politiques? Seul le verdict final pourra le confirmer. Chebeya était déjà dans le collimateur de cette bande depuis plusieurs mois. Lorsque le mentor John Numbi reçoit la lettre, il lui dit voilà, il s'est offert. Il va tomber dans la nasse. Et le filet est ficelé. Et comment le filet est ficelé? On étudie dans le bataillon Simba. Qui sont les spécialistes de la mort sans laisser les traces? On dit non, mais le commandant lui-même. Malheureusement, c'est un fugitif. Comme tous les criminels, c'est des lâches. C'est les véritables badingas, c'est eux. Les véritables badingas. Mais prenez le courage, vous avez tué. Dites, moi, je suis Elombe, je suis comme on dit dans ma langue, je suis Chilobo. Je suis Chimankinda, Kanyemi Balouich. C'est-à-dire, moi, j'affronte les adversités. Voilà un homme. Soyez brave. Quand vous faites vos crimes là, soyez brave. Ayez votre courage et dire, je vous ai tué. Ce que vous avez Bali, Meka. Monsieur le Premier Président, je disais que les actes posés par le prévenu constituent la malédiction pour les enfants des Chebeya qui ont vu la nudité, le degré de pénis de leur père. C'est ça. C'est ça. La disparition sans trace
comme ça, de toutes ces sources, un préjudice financier énorme pour les victimes. Qu'il plaise, Monsieur le Premier Président, Monsieur de la Cour, honorable organe de la loi, d'allouer à toutes les parties civiles pour la veuve Chebea la somme de 30 millions de dollars. La veuve Bazana, 30 millions de dollars. Les enfants Chebea, Bazana, à chacun d'eux la somme de 25 millions de dollars. Les frères et sœurs de Bazana et Chebea, à chacun 20 millions de dollars, payables en francs congolais, au meilleur taux du jour. L'État n'a pas de moyens pour faire face à une telle condamnation civile. 750 millions de dollars, je pense que l'État a beaucoup de choses à faire que de dépenser uniquement pour la tête de quelques individus. Bien, je trouve que c'est tout à fait exorbitant parce que ce sont des demandes à la fois astronomiques et pharaoniques, si je peux me permettre. Et cela démontre, si besoin était encore, la légèreté de la partie civile. Comment peut-on, dans un pays pauvre comme le Congo, demander à un État pauvre, somme toute comme la RDC, des montants pareils pour des personnes physiques et pour des organisations de droits de l'homme? Qui faisait tout pour leur faire comprendre que Chebea n'était pas arrivé à l'inspection générale. Nous apprendrons néanmoins de Bukala lui-même. En ce qui concerne le décès, l'assassinat de Chebea, le ministère public, qui a une aversion profonde, si pas une révulsion morbide pour tout ce qui est scientifique, a conclu, sur base simplement de l'aspect extérieur de mon client, parce qu'on l'a considéré, lui, comme une décharge publique, on l'a considéré comme un cloaque, on l'a considéré comme une caque, et on a ouvert toutes grandes les vannes de la vilainie et de la bassesse. Son malheur ne vient que de la veuve Chebea. Veuve Chebea, malheureusement, qui n'a pas pu comparaître, alors que, plus que tout le monde, elle avait intérêt à savoir ce qui est arrivé à son mari, qui a tué son mari, plus que tout le monde, après qu'elle ait mis mon client dans les conditions que sont les siennes aujourd'hui, elle est allée se la faire couler douce au Canada, laissant les gens moins intéressés qu'elle, j'allais dire, centrés dedans. Messieurs de la Cour, messieurs de l'organe de la loi, consolez-moi, je vous supplie, en me donnant même les restes du corps de M. Fidel Bazana. Même si son corps portait des traces de violence extrême, j'aimerais bien l'enterrer à Tonké-Bantou. Les assassins de mon mari et de papa Floribert, même tous ceux qui ont participé à cet odieux crime, de loin ou de près, ne trouveront pas la paix, ni la quiétude, aussi longtemps que la justice, et rien que la justice, ne sera rendue. J'aimerais vous faire aussi entendre une voix d'une personne qui n'est pas là, mais qui suit tout ce procès au jour le jour. C'est Annie Chebea et ses enfants. Dans le froid du Canada, elle a lancé cette phrase qui me revient en ce moment. Elle dit, bâtonnier, bazalaki kolia bato, kasi yambaloyo bakosanza makila ya Floribert. Voilà. C'est là où nous demandons que justice soit faite. Nous avons le sentiment, tant que les fugitifs courent, tant qu'une personne qui est à la base et qui est connue est en dehors, nous avons le sentiment que ce procès est encore inachevé. J'ai dit, Monsieur le Premier Président.
Ça, c'est ma fille qui a écrit, Merdi Chebea, c'est elle qui a écrit. Voici déjà 10 mois que tu es parti loin de nous. Papa, si tu savais comment tu me manques, tes souvenirs, quand ils surgissent, me laissent la gorge serrée. Beaucoup disent que la douleur guérit avec le temps, mais maintenant je sais bien qu'ils mentent. Je t'appelle la nuit, papa, papa, mais qui me répondra? Tout s'est passé si vite, papa. Je pense toujours à toi, et même si tu es loin de moi, tu es toujours dans mon cœur. Tu continues à vivre à mes côtés. Je t'aime, papa. Monsieur Gomer, quelle est votre situation aujourd'hui à la fin de ce procès Chebeya dont vous êtes le témoin principal? Ma situation est très précaire et je dirais même elle est très très difficile. J'ai été mise ici dans un centre hospitalier provisoirement en attendant que j'ai les moyens de partir puisque financièrement je suis affaibli. J'ai un petit téléviseur qui est là derrière vous, 2 chaises. Mes bagages sont là derrière moi. Chaque soir, on me donne de quoi manger. Si aujourd'hui on vous demandait d'être témoin, quelle serait votre réaction? Bon, sincèrement, je dois être sincère avec ma conscience. Je regrette. Sincèrement, je regrette parce que... D'avoir été témoin? Oui, je vois vraiment c'est devenu très sérieux sur ma tête. Voilà, maintenant que tout ceci est retombé sur moi, je ne peux que regretter. Si je savais que ça pouvait prendre cette tournure, en tout cas, je ne me serais pas présenté. À droite, ligne, gardez, vous, au centre, présentez, armée. La Cour militaire de Kinshasa-Gombe, statuant contradictoirement en audience publique à l'égard du prévenu Daniel Moukalay. 1. Dit établi à sa charge d'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya à Izire. Les condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La Cour prononce sa destitution. À l'égard du prévenu Christian Ngoy Kenga Kenga. 1. La Cour dit établie à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya à Izire. Les condamne de ses chefs sans admission de circonstances atténuantes à la peine de mort. La Cour prononce sa destitution. 4. À l'égard du prévenu Michel Mouy. La Cour dit établie à sa charge l'infraction d'assassinat de Floribert Chebeya Baïzir et les condamne de ses chefs en tant que complices à la servitude pénale à perpétuité. À l'égard des prévenus Georges Kitungwa, François Ngoy Moulongoy et Blaise Mandiango Bouleri. 1. La Cour dit non établie dans leur chef les infractions d'assassinat de Floribert Chebeya et les Anakites. Outre le colonel Moukalay, la Cour condamne à la peine capitale les 3 militaires déserteurs toujours en fuite à l'étranger. Parmi eux, le commandant du bataillon Simba, Christian Ngoy Kenga Kenga. Au Congo, la peine de mort n'est cependant plus exécutée depuis plusieurs années. L'assassinat du chauffeur n'est finalement pas reconnu, mais seulement son enlèvement. Pour les indemnisations des parties civiles, le tribunal octroie $50 000 par veuve et $35 000 par enfant, soit un 600e des sommes demandées. Quant à John Numbi, le tribunal a exclu sa participation au crime. Respect mon colonel, commissaire Michel Mouila. Je voulais faire acter mon appel contre cette année sur le Mans. Pour vous aider à bien comprendre les choses. Et vous devez confirmer ça au greffe dans les 5 jours. Ça sera confirmé dans les heures qui suivent, mon colonel. C'est cet écrit qui est important parce que le greffier va vous délivrer un document. Que cela soit acté. Vous avez compris, ce sera acté. Mais le plus important, c'est ce qu'il faut faire au greffe.
Ah, ok, mon colonel. Ça va. Les parties civiles ont constaté que le principal suspect a été épargné. Autrement dit, il est bon de rappeler à l'opinion que la veuve Annie Chebeya avait déposé une plainte contre l'inspecteur principal, l'inspecteur en chef John Numbi. Cette plainte n'a jamais été instruite, comme si l'objectif de ce procès était avant tout non pas de faire découvrir la vérité, mais de disculper celui que les parties civiles considèrent comme le principal suspect. De l'autre côté aussi, en ce qui concerne Fidel Bazana, la Cour constate que Bazana n'est pas mort, on ne sait pas où il est et qu'il est seulement, il a seulement disparu. Nous demandons qu'on nous rende alors Bazana. S'il est vivant, qu'on nous le ramène. Et s'il a été tué, qu'on amène ses restes. Et voilà pourquoi les parties civiles considèrent que le procès Chebeya n'est pas encore terminé. Le procès est encore ouvert. Et pour les parties civiles, la lutte continue. Un an est passé depuis la mort de Floribert, et les organisations de défense des droits de l'homme tiennent à lui rendre hommage. À cette occasion, le ministre de la Justice vient poser la première pierre d'un futur mausolée à sa mémoire. Floribert, j'aimerais, devant ta tombe aujourd'hui, t'annoncer la volonté ferme du gouvernement de protéger ceux qui font ou qui poursuivent ton œuvre des défenseurs des droits de l'homme, de la nécessité cornélienne d'établir la vérité sur ta mort, que l'impunité ne soit pas un vain mot. Avec ces mots de circonstance de l'excellence, monsieur le ministre. Non, non, osez placer cette pierre. La construction du mausolée n'a pas. Osez placer cette pierre là-bas. Osez. Vous mettez cette pierre, nous la jetons. Nous attendons. Trop d'honneur pour le gouvernement, pourquoi? Et vous voulez donner au ministre de la Justice de venir poser la pierre pour le mausolée. En vertu de quoi? Aussi longtemps que Numbi n'est pas général Numbi, n'est pas encore arrêté, et le corps de Bazana, on ne l'a pas encore retrouvé, qu'on ne vienne pas nous distraire ici. Les organisations de défense des droits de l'homme ont perdu l'autorité morale qu'incarnait Floribert Chebeya. Aujourd'hui décapitées et affaiblies, elles ont bien du mal à parler d'une seule et même voix. Mais n'était-ce pas là l'objectif principal des commanditaires de son assassinat ?